de même que la DVD 58, et je donne la parole concernant la abstention sur la 58 de la part du groupe Changé. Alors je vais la mettre aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et on en vient à la DVD 79 qui concerne le grand projet de transformation des rues de la Chapelle et Marx-Dormois, un des grands enjeux de cette mandature. Et la parole est d'abord à Éric Ehlers, puis à Antoine Dupont. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc effectivement un projet qui pose un certain nombre de questions, à savoir que déjà on voit dans les éléments qu'il a soulevé pas mal de critiques. Des critiques sur la mise à sens unique, je pense que c'est l'une des principales qui est liée directement au projet. Critiques sur la coronapiste, et ça c'est des choses que les gens vivent au quotidien. Il y a d'autres critiques qui concernent pas directement la voirie mais qui sont liées évidemment au problème d'insécurité. Ça c'est un peu annexe, mais le traitement de l'espace public est important, et donc j'aimerais savoir comment vous comptez intégrer cette dimension dans ce traitement d'espace public pour prévenir les problèmes de mésusage, comme vous le disiez. Ce que je regrette, c'est que la coupure urbaine n'est pas prise en compte, la grande coupure urbaine du 18e, qui est celle du faisceau ferroviaire. Il y a un projet qui date depuis très longtemps de faire une liaison entre ce rond-point et le quartier Amiraux-Saint-Plon, n'est toujours pas abordé, on dirait que c'est tombé à l'eau. Donc je le regrette, parce que ce serait vraiment de nature à désenclaver ces deux quartiers qui tous les deux souffrent de la présence de cette coupure. Et en les reliant, on pourra avoir de nouvelles liaisons, notamment je pense pour les transports en commun, qui sont assez incommodes dans ce secteur, puisqu'ils sont tous axés nord-sud, mais qu'il n'y a pas la seule liaison est-ouest est sur la rue Ordener, qui est saturée, très encombrée, et assez éloignée. Ça oblige à faire une baïonnette qui est pénalisante. Donc, après, le point qui est le plus pénalisant, c'est le fait de pérenniser ce sens unique. Alors aussi, vous pourrez peut-être nous dire si en effet, pour quelles raisons vous le maintenez. Ça me semble très, très dommageable, parce que ça crée des reports de trafic. Ça fait que les gens vont emprunter des petites rues et ça peut les porter très très loin. On constate, et pas que dans ce quartier, que les reports sont devenus problématiques, et notamment à des moments où ils sont mal vécus, à savoir le week-end. Les gens sont chez eux, et on peut voir jusque dans le quartier qui est le mien, où la rue des Poissonniers, qui avant roulait très très bien, maintenant ça fait parking avec klaxon, pot d'échappement, le samedi notamment. Les gens s'énervent et les riverains n'en profitent pas du tout. Et enfin, pour terminer, vous dites que vous ne voulez pas faire une autoroute urbaine. Nous vous rejoignons pleinement. Maintenant, faire un grand axe, c'est pas incompatible avec l'urbanisme de Paris. C'est pas de faire un petit chemin vicinal de cette grande entrée qui pourrait être un peu une entrée triomphale du nord de Paris. On connaît des grands axes qui ne sont pas des autoroutes. Les Champs-Élysées sont considérés comme la plus belle avenue du monde. C'est pas du tout critiqué sur l'urbanisme. Cette rue, cette avenue, cette grande entrée de Paris, pour avoir un peu de panache. Et donc, comment comptez-vous faire ce panache ? Et pour terminer, donc on sent qu'il y a une accélération du calendrier, qui est peut-être liée à la volonté d'une livraison pour les JO, alors que c'est vrai que souvent on fait plutôt la voirie vers la fin, parce qu'après, tant qu'il y a des travaux, ça crée des désordres, des dégâts, et qu'on termine un peu, c'est ce qui permet de parachever un grand projet en faisant une voirie qui lui est adaptée. Donc, donc merci pour vos réponses, et pour toutes ces interrogations et objections, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine Dupont, et je rajouterai sans doute un mot. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vais prendre quelques éléments de vos questions. Donc, sur la coronapiste actuelle, on est sur une piste bidirectionnelle centrale. Celle-ci ne sera pas pérennisée en l'état, comme vous avez pu le voir dans l'ensemble des documents. Elle sera
séparée en 2 pistes unidirectionnelles de chaque côté de la voie. Donc les critiques qui sont légitimes aujourd'hui sur le fonctionnement de la piste ne seront plus, en tout cas dans leur grande majorité, n'auront plus lieu d'être une fois que la piste sera pérennisée. Après, se pose la question de la priorisation des mobilités. On est sur un axe avec un calibrage restreint. On ne peut pas, on est obligé de faire des choix de priorisation de mobilité. Et donc, quand on fait le choix de mettre en sens unique la porte de la Chapelle dans l'axe entrant, c'est pour favoriser la circulation, notamment des lignes de bus Paris-banlieue et banlieue-Paris, enfin surtout banlieue-Paris dans ce cas-là, et aussi permettre de dégager une surface suffisante pour créer des pistes cyclables en site propre, puisqu'on sait que le frein prioritaire à l'utilisation du vélo, c'est la sécurité, et j'en veux pour preuve notamment les récents accidents et morts qu'on a à Paris liés à la circulation et la congestion. Donc on est obligé de faire des choix qui amènent effectivement à contraindre les automobilistes à l'entrée de Paris. Après, on va être transparent avec vous. La mise en sens unique aujourd'hui n'est pas respectée. En tout cas, très peu respectée, ce qui crée des congestions. Elle est respectée dès lors que nous avons des agents pour contrôler l'entrée, mais nous ne pouvons pas mettre des agents tous les jours. Néanmoins, nous avons demandé à ce que la signalisation soit renforcée lorsque l'on rentre dans Paris pour limiter le non-respect de ce sens interdit. Ça crée des reports sur l'est de l'arrondissement, notamment sur la rue de Boucry, qui est extrêmement chargée. Elle est d'autant plus chargée que les travaux de reprise du Charles de Gaulle Express entraînent une mise à sens unique de la rue de l'Évangile. En tout cas, il y a tout un nombre de projets d'envergure dans l'arrondissement et surtout dans le nord-est parisien qui génèrent des nuisances. Nous avons demandé au service de la voirie de travailler à des aménagements de plans de circulation de sorte à limiter les contraintes que vivent aujourd'hui les habitants et qui sont réelles. Après, sur les mésusages, simplement sur l'espace public en tant que tel, il a été prévu donc que par exemple les stations-service qui sont de part et d'autre de l'avenue soient supprimées, donc elles seront supprimées. On a aussi travaillé sur un élargissement des trottoirs pour désengorger l'espace public qui est aujourd'hui très dense. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. J'ai bien conscience des sujets que vous évoquez. On y travaille avec, pour le coup, des liens assez forts avec les habitants et les associations. Et j'ai bon espoir et je suis assez confiant à ce que nous arrivions à une solution qui convienne au plus grand nombre et notamment aux habitants du quartier. Merci beaucoup. Je vais peut-être rajouter un mot d'abord parce que c'est un des projets les plus importants de la mandature, donc c'est important pour moi de pouvoir les évoquer aussi devant le conseil d'arrondissement et puis pour répondre à la question du lien Est-Ouest et redonner quelques éléments sur comment on imagine cette entrée effectivement majestueuse dans Paris, puisque c'est un des engagements qu'on a pris. Pour commencer par la liaison Est-Ouest, c'est vrai qu'on évoque depuis longtemps l'idée d'une passerelle qui passerait au-dessus du faisceau nord pour rejoindre en gros le jardin des Amiraux à Chapelle Internationale, avec 2 limites dans l'imagination. D'abord, c'est qu'on a un vrai sujet de hauteur, puisque à cet endroit-là, les voies SNCF ne sont pas enterrées du tout, elles sont très hautes. Et du coup, la seule hypothèse qu'on avait, c'était de faire une passerelle qui commencerait sa course sur le toit de la halle Fred de Chapelle Internationale pour finir sa course sur le toit du gymnase des Poissonniers. Et il n'y a pas de possibilité, sauf avoir des pentes immenses, qui permettraient d'aller du niveau de la rue au niveau de la rue, nulle part en fait, entre le pont Ordonnaire et le boulevard Ney. Sans doute, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, au moment où ils ont agrandi les voies de la gare du Nord pour intégrer le RERB, ils n'ont pas à cet endroit-là fait de pont, parce qu'au moment de la conception du RERB, ils auraient pu imaginer agrandir les ponts ou faire un pont. Donc il n'y a pas de possibilité de faire autrement que de toit à toit, ce qui limite quand même assez fortement l'usage qui pourrait en être fait. Donc ce n'est pas un projet qui est complètement impossible, mais qui est un peu, c'est vrai, mis de côté compte tenu de la faible utilité potentielle de ce lieu, parce qu'il faudrait monter sur le toit de la halle,
traverser et redescendre depuis le toit du gymnase jusqu'à l'intérieur du square avec des sujets d'ouverture, de fermeture, d'autant que les deux équipements ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Donc je fais partie de ceux qui étaient très favorable, parce que évidemment la question des circulations est-ouest dans le 18e est une question centrale, mais la réalité de l'usage m'amène à être quand même beaucoup moins partant pour dépenser beaucoup de millions d'euros pour un projet qui aurait une forme d'esthétique sûrement, mais enfin qui serait pour le coup, à mon avis, relativement peu efficace. Antoine Dupont a dit l'essentiel sur la mise à sens unique et sur la coronapiste. Moi, je constate en tant qu'usager et de la voiture et du vélo que cette coronapiste, elle est très utile, elle est très utilisée pour le coup. Et elle permet notamment à ceux d'entre nous qui faisons du vélo avec nos enfants d'être sur un espace sécurisé sur un axe qui est quand même extrêmement emprunté et qu'il est difficile de ne pas emprunter, donc sous des formes différentes, Antoine Dupont l'a dit, mais il est très important qu'on assure une continuité cyclable de qualité sur cet axe de La Chapelle à la porte de La Chapelle. C'est un enjeu central pour nous et comme est un enjeu central de la mise à sens unique, Antoine Dupont l'a dit, elle ne nous satisfait pas pleinement pour le moment. Cela dit, et bien qu'elle ne soit pas toujours respectée, quand on en parle aux directeurs de la maternelle et de l'élémentaire de la rue Max-Dormoy ou aux principaux de collège ou aux habitants qui ont leurs fenêtres qui donnent sur la rue Max-Dormoy et la rue de la Chapelle, ils ont quand même vu un abaissement du niveau de circulation qu'ils ont perçu. C'est-à-dire qu'il est quand même relativement sensible. Et les habitants de cette rue-là, évidemment, n'ont pas du tout envie de voir revenir plus de voitures sur cet axe. Et j'en viens, du coup, à l'enjeu urbain qui a été posé très clairement par la maire de Paris. D'ailleurs, c'était le premier événement de campagne qu'on a réalisé à l'époque à la porte de la Chapelle. Oui, l'ambition pour la porte de la Chapelle portée par Anne Hidalgo, c'est d'en faire une des plus belles entrées dans Paris. Une des plus belles entrées du Paris d'aujourd'hui. Pas du Paris du XIXe siècle. Et donc, on l'imagine bien sûr avec des équipements, l'aréna d'un côté et la fac de l'autre, mais on imagine aussi qu'aujourd'hui, une entrée majestueuse, c'est d'abord une entrée très végétale, une entrée avec relativement peu de voitures. Voilà pourquoi on va supprimer les 2 stations-service qui, aujourd'hui, sont quand même la source de beaucoup de trafic supplémentaire. Il n'y aura plus de capacité à prendre de l'essence à la porte de la Chapelle, donc il y aura moins d'attractivité pour les véhicules automobiles. Ça va nous permettre par ailleurs de régler enfin un problème dont on entend parler depuis 15 ans, qui est celui du stationnement des véhicules dits taxis, enfin d'ailleurs c'est pas des taxis, je sais pas comment, de transport illicite des passagers, je sais pas comment on appelle ça, qui stationnent depuis quand même des années à cet endroit-là et qui ne pourront plus réaliser leurs affaires à cet endroit-là. Et donc c'est comme ça qu'on imagine la majesté d'aujourd'hui, c'est une majesté beaucoup plus sobre. C'est pas des kilomètres de bâtiments ou des kilomètres de béton, c'est de la sobriété, de la simplicité, une réduction du trafic automobile et de l'espace pour les piétons et pour les cyclistes. Ça posera un problème, et Antoine Dupont l'a très bien dit, mais j'y insiste, ça posera un problème d'usage, parce que quand on réserve de l'espace aux piétons dans ces endroits très occupés, ça peut aussi entraîner des mésusages, et ça fait bien sûr partie des sujets très importants sur lesquels on va travailler. Mais on a une ambition immense pour la porte de la Chapelle. Ça passe par le vote de cette délibération, qui est l'issue d'une concertation qui a été faite, on était un peu inquiets, notamment avec Fanny Bénard, avec Antoine Dupont, avec Mario Gonzalez, au lancement de la concertation, parce que c'est la première fois qu'on a fait une concertation dont la plus grande partie était en ligne. On a quand même eu près de 400 connexions à la première réunion publique en ligne autour de cet enjeu-là. C'était très nombreux, c'était relativement qualitatif malgré les difficultés de l'outil. Il y a eu des déplacements, il y a eu des balades. Bon, c'est quand même l'aboutissement d'une concertation qui, je crois, donne un très grand espoir aux habitants de ce quartier, et je m'en réjouis. Et donc je mets aux voix la DVD 79, donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. On en vient à la DEV 76 qui concerne le plan d'amélioration de l'environnement sonore, et la parole est à Justine Henry. Merci Monsieur le maire. J'ai lu attentivement le document qui nous est soumis. C'est le premier plan sonore de la ville de Paris, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet de santé publique et que on est de plus en plus nombreux à prendre conscience que notre espérance de vie diminue quand on est soumis à trop de bruit. Et c'est le cas notamment à Paris, en bordure des lieux où il y a des grands axes de circulation. Le dossier qui est soumis est franchement très intéressant et abouti. Enfin, ça nous permet de rentrer dans l'ensemble de la problématique.
Cependant, pour moi, le plan d'action reste encore plus une ébauche de diverses pistes de travail qu'un réel plan d'action concret avec des mesures à mettre en place à Paris. Donc je pense que nous avons un travail à poursuivre sur le sujet. Je tenais aussi à rappeler qu'effectivement c'est un sujet sur lequel le gouvernement est engagé et c'est notamment rappelé dans le rapport avec la loi L'Homme en 2019 qui affirme le droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain. La mise en place de la zone à faible émission dans le Grand Paris, dispositif de la métropole qui a été soutenu par l'État, est une très bonne chose puisqu'elle va là aussi réguler les trafics et que ce sont eux les premières sources de fortes nuisances sonores. Tout comme l'aide à l'achat de véhicules électriques avec différentes primes, la prime à la conversion et le bonus écologique qui permettent notamment d'améliorer la qualité est donc de diminuer le bruit des trafics dans la ville. Ce sont des choses qu'il faut poursuivre. Les bruits de voisinage sont aussi des points sur lesquels il va falloir se pencher davantage, notamment avec l'arrivée des terrasses éphémères à Paris. De nombreux résidents soulignent que c'est devenu compliqué pour eux la nuit. Je pense que sur ce sujet, on a un vrai travail de cohabitation et de réglementation des uns et des autres à avoir. Voilà, donc merci pour ce travail, mais qui, à mon sens, mérite plus d'aboutissement sur les actions concrètes à mettre en place dans la ville. Merci beaucoup. La parole est à Anne Giudicelli, puis à Antoine Dupont. Oui, merci Monsieur le maire. Je souscris à ce qui a été dit, je me suis moi-même plongée dans la documentation et ça me fait poser pas mal de questions, déjà des constats. En fait, quel habitant ne voudrait d'un Paris dont les nuisances sonores auraient disparu au point de se croire brutalement téléporté en pleine campagne, que les sirènes des policiers soient remplacées par le chant des moineaux, ou que les marteaux-piqueurs s'arrêtent par magie pour nous laisser découvrir la brise et sa délicate musicalité, n'est-ce pas ? Ce rêve, on l'a pourtant vécu, il a bien existé, c'était pendant le confinement, c'est-à-dire en réalité quand on fait de Paris une ville morte. Alors c'est vrai qu'on n'est pas loin, comme l'ambitionne la maire de Paris, d'avoir une ville forteresse, un village gaulois ouvert aux seuls touristes, qui viendra en admirer le calme, le luxe et la volupté, et soyons fous, la propreté. Donc, si vous voulez, pour nous, la maîtrise des nuisances sonores est un impératif, évidemment, de santé, d'environnement, que nous partageons tous, et un défi quand il s'agit d'organiser de façon juste, équilibrée et efficace la vie d'une cité dans laquelle, rappelons-le, 60% des actifs franciliens travaillent sans y résider. Donc l'ensemble de ces constats appelle évidemment à l'élaboration d'une approche véritablement globale et non le recours à des mesures que nous considérons comme étant peu adaptées et surtout dont l'efficacité reste largement à prouver. En quoi, par exemple, la généralisation, la limitation de la vitesse à 30 km/h y contribue-t-elle quand il saute aux oreilles, depuis sa mise en place fin août, que cela n'impacte en rien sur l'environnement sonore que nous connaissons ? En l'occurrence, les démarrages au feu de rouge ou le bruit des embouteillages permanents restent les mêmes, à moins que certains d'entre vous aient vu des modifications, que l'on roule à 30 ou à 50 km/h, heure de pointe ou pas du reste. D'autant plus que si ces véhicules à 2 ou 4 roues continuent de brinque-baller et sursauter sur des rues truffées de trous, striées de raccords comme autant de pansements bon marché, avec son concert de crissements et autres retombées lourdes et de justesse qui font vibrer les murs environnements et tressauter les piétons. Donc c'est vrai qu'investir dans l'entretien de la voirie est moins tendance qu'afficher des mesures soi-disant fortes et ambitieuses. C'est même d'ailleurs une volonté puisque la maire de Paris a préféré faire chuter de 14% les dépenses de travaux et d'entretien de la voirie au budget de 2021. On passera sur les chantiers, près de 7000 à Paris, ces champignons urbains en constante prolifération, qui n'obéissent décidément à aucun plan coordonné, malgré les brèves promesses. Donc pour nous, pour finir, la priorité, le gage de résultats pour réellement changer la donne à Paris en termes de pollution, y compris sonore, passe par une vraie volonté politique et une concentration des moyens sur la nécessaire transition vers l'utilisation de véhicules propres, qu'ils soient électriques, hybrides, hydrogène, et cela est bien plus ambitieux et durable que le recours à une posture de lutte contre l'automobile dans la ville. Cette approche de transformation globale
est bien peu présente, malgré la lecture précise du plan proposé par la ville de Paris. L'insuffisance notamment de bornes électriques, pour exemple, à Paris, en est l'une des illustrations. Donc pour toutes ces raisons, nous allons voter contre cette délibération. Merci. Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Je pense que dans les questions qui ont été, les points qui ont été soulevés, il y a 3 sujets. Je pense qu'il y a la circulation, d'une part, les chantiers, d'autre part, et les terrasses. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Sur la circulation, il y a une congestion dans l'espace public qui nécessite de repenser celui-ci. David Béliard a d'ailleurs annoncé, il y a quelques semaines de ça, la création de 1000 zones de livraison supplémentaires dans Paris. Je pense que cette mesure-là va dans le sens aussi d'un moindre stationnement en double file. Il y a aussi le sujet de la pollution sonore des véhicules. Il ne vous aura pas échappé que quand on accélère jusqu'à 50 km/h et qu'on freine jusqu'à 0, c'est toujours plus émetteur de bruit que quand on le fait à 30 km/h. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez naturel. De plus, il a été annoncé la mise en place du stationnement payant des 2 roues motorisées, ce qui va de fait réduire aussi leur nombre dans l'espace public, et ça, je m'en réjouis plus que de nécessaire. Concernant les chantiers, vous dites, et c'est vos mots, que rien n'est coordonné. Je vous invite à suivre nos démarches d'embellir votre quartier, où justement nous avons une approche par quartier de concentration de l'ensemble des travaux, de sorte à en limiter les nuisances à plus long terme. Sur les nids de poules que vous évoquez, ça tombe très bien, ça me permet de parler du plan nid de poules que j'ai lancé dans l'arrondissement. Je crois qu'on est le seul arrondissement à l'avoir fait. On a débloqué un budget complémentaire assez important pour reprendre l'ensemble des nids de poules, ou en tout cas les plus dangereux cet été. Donc les travaux sont en cours, on va sortir les chiffres là dans les prochains jours. Et je m'en réjouis parce que l'opération a bien fonctionné et les travaux seront réalisés avant la fin de l'année. Donc ça me permet de l'évoquer. Sur les terrasses, enfin les terrasses éphémères, qui génèrent dans plusieurs endroits de notre arrondissement des nuisances non négligeables, et j'en ai conscience. Il faut savoir que le 18e arrondissement est l'arrondissement qui a le plus verbalisé d'établissements à Paris. On est aussi l'arrondissement qui a lancé les premières opérations de saisie des terrasses ne respectant pas les chartes. Et d'ailleurs, jeudi matin, je me rendrai avec d'autres collègues, et notamment Frédéric Badina, sur une opération de saisie de terrasses à 7 heures. Donc on en fait plusieurs, on en lance, et donc on est assez proactif, et je pense qu'on est l'arrondissement le plus proactif sur ce sujet. Donc je pense vous avoir apporté des compléments d'information sur les travaux, sur les terrasses et sur la circulation. Je vous en remercie. Merci pour toutes ces précisions. Un mot sur ce dernier point, puisque la méthodologie que nous avons mis en place dans le 18e concernant les terrasses estivales, avec la mobilisation, Antoine l'a dit, notamment de Jean-Philippe Davio et de Kevin Havet, nous permet d'être l'exemple à suivre dans le reste de Paris, puisque non seulement nous avons déjà et nous allons continuer à démanteler des terrasses éphémères estivales qui ne respectent pas les règles. On pourrait dire on attend quelques semaines puisque c'est bientôt fini, mais nous on a souhaité faire des opérations de démantèlement pour faire la démonstration que celles et ceux des commerçants qui ne respecteraient pas les règles du jeu seraient sanctionnés. Antoine Dupont l'a dit sur le niveau de verbalisation. Et surtout, nous avons d'ores et déjà pu quasiment finir d'étudier avec bienveillance mais avec attention les près de 800 demandes de terrasses estivales qui ont été faites dans les 18e, ce qui nous amène à d'une part, considérer qu'il est très probable que la saison estivale prochaine se passe plutôt bien dans le 18e et qu'on a un partenariat, et Jean-Philippe Davio s'en occupe beaucoup avec les commerçants, qui est de qualité et qui nous permet d'être... à partir du moment où certains constatent qu'on est capable d'enlever leurs terrasses qui ne respectent pas les règles, bizarrement, tout le monde a plus envie de les respecter, quoi. Et donc, cette démarche est regardée avec attention dans tous les autres arrondissements de Paris et je crois va être reproduite. Et je voulais vraiment remercier ce trio infernal, Jean-Philippe Davio, Kevin Havet et Antoine Dupont, qui a vraiment travaillé d'arrache-pied sur cette demande-là, avec bien sûr Frédéric Badina-Sapet. Mais lui, il arrive à la fin, au moment où il faut faire sortir les trucs. Donc, c'est pas plus facile, parce qu'il faut mobiliser les agents, mais disons que ça entraîne moins de travail au quotidien
bien quand même. Donc oui, premier élément, la gestion du bruit, c'est gérer le partage de l'espace public. Et au fond, c'est ça qu'on veut faire. Bien sûr qu'un plan, c'est un plan. Mais la politique, c'est un mouvement. C'est pas un moment où on voit un problème, on règle tout d'un coup. On avance au fur et à mesure. Et je pense que l'approbation de ce plan d'amélioration de l'environnement sonore est une étape importante. D'abord parce qu'il faut mettre des mots sur ce qu'on veut faire. C'est plus facile ensuite pour le faire. Et puis parce que ça nous donne aussi à nous des obligations de résultats qu'on va devoir suivre. On s'impose à nous-mêmes un certain nombre d'obligations de résultats avec ce type de plan. Et donc en réalité, ça peut paraître anecdotique, mais c'est très utile. Et c'est très utile pour nous, c'est très utile pour les services. Et c'est très utile pour nous permettre de progresser. La gestion d'un espace, c'est jamais fini. Ou alors un jour on atteint la perfection et donc il n'y a plus rien à faire, mais plus personne n'aura besoin de nous. La gestion d'un espace, c'est toujours perfectible et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre aux voix la DEF 76. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.